Hello chers tous, bienvenue dans ce deuxième numéro de Deep Conversation, ce podcast où je me permets de recevoir des éminentes personnalités qui viennent partager leur histoire, mais pas que, qui viennent aussi nous donner quelques secrets de réussite. Et aujourd'hui, c'est un réel plaisir pour moi de recevoir pour vous, des différents endroits où vous êtes, un monsieur au parcours incroyable. Aujourd'hui, on ne peut pas parler de la diaspora congolaise au niveau de la France et voire même dans bien d'autres pays sans citer son nom. Très engagé dans la culture et depuis déjà quelques années, il organise des Soft Power Days au niveau du Congo-Brazzaville et potentiellement dans les prochaines éditions, ce programme va s'exporter dans d'autres pays parce qu'il s'est donné pour mission de promouvoir la culture congolaise à travers ce programme. Un réel plaisir de recevoir pour vous celui qu'on appelle Marien Foné Ngombe. Bonjour. Bonjour JM. Comment vas-tu? Est-ce qu'on se tutoie déjà On se tutoie, on se Ah connaît. d'accord. Comment vas-tu grand frère? Ça va et toi? Ça va très bien. Enfin, on a notre émission. Depuis que j'essaie d'avoir cette émission, tu m'as fait marcher longtemps. J'ai attendu une année pour que tu me reçoives, au moins. C'est pas facile en ton calendrier super chargé au vu des activités et du combat qui est le tien et aussi les différentes rencontres. Moi, je suis encore étudiant, tu le sais. Entre les études, aller au travail, passer par là, pas facile. Mais enfin, nous avons cette émission qui vient en prélude à ton masterclass oui. que tu organises le 26, il faut le rappeler. Ici même, dans cet hôtel d'apparence ordinaire où on se trouve, où tu vas potentiellement nous émerveiller et tu nous parleras de culture, plutôt de leadership culturel. C'est ça. Et c'est aussi l'objet de notre émission. On va parler de leadership. Mais avant tout, est-ce que tu peux te présenter? Qui est Marien Foné pour les non-initiés? Nous, les initiés, nous savons qui tu es, mais pour ceux qui te suivent pour la première fois. Je pense qu'il faut aller très simplement. Je suis un citoyen congolais, passionné par son pays, patriote et passionné par la culture. La culture dans le sens créativité culturelle, musique, ainsi de suite, mais surtout la culture dans le sens racine, us et coutumes. Et voilà, donc je suis passionné par ça et c'est ça qui définit ma trajectoire. Tu parlais des Soft Power Days. Je suis aussi auteur, je suis éditeur, je suis promoteur culturel et je suis aussi un père. Voilà. Et d'où te vient cette passion pour le pays ou pour la culture? Pour la culture. D'où te vient ce combat en fait? Est-ce que c'est par héritage ou bien… On parle beaucoup d'héritage parce que forcément il y a l'influence des parents. Après il y a le milieu aussi. Moi je suis un père qui était homme politique, qui a eu plusieurs vies. Il a fait de la politique, il a fait après de la production musicale. Donc j'ai toujours baigné dans la musique. Chez moi, les musiciens venaient. C'est après que j'ai compris qu'ils étaient connus, mais Madilou, Kofi, enfin ces artistes-là, je les ai vus. Moi, j'étais très petit. Donc j'ai baigné dans ça. Ça, c'est pour le côté musical. Mais après, notre père nous a inculqué l'amour des mots. L'amour des mots, après ça mène à la littérature et ainsi de suite. De fil en aiguille, naturellement, c'est un peu je me nourris de ça et j'ai voulu partager ma passion en fait. Et comment tu découvres cette passion? La littérature, que ce soit la littérature, que ce soit ce désir de voir la culture congolaise briller, voire africaine aussi, briller à l'international. Ce qui est important dans ma trajectoire, c'est quand je quitte le Congo. J'ai 15 ans, pendant les guerres civiles, je viens en Europe. Et il y a le mal du pays qui s'installe en moi. Et je crois que c'est ça vraiment qui est révélateur. Et donc je puise dans les chansons que j'écoutais quand j'étais plus jeune, dans les lectures de classiques de chez nous, de Sonny Laboutansi, qu'on lit quand on était jeune, et pas que la littérature congolaise, même… L'étrange destin de Vangrin, des ouvrages comme ça qui m'ont forgé. Et en Europe, vraiment, j'ai envie de repartir vers ça, repartir vers la musique. Et c'est comme ça qu'après, je commence par écrire pour marquer mes souvenirs dans un livre, souvenirs d'enfance. Et après, je crée un after-work où je veux que les Africains se rencontrent pour que chacun partage sa culture. Et c'est comme ça que ça me mène jusqu'à ce que je fais aujourd'hui au sein des ACC, au sein de l'association Aquamocé. J'ai différents engagements associatifs aussi. Voilà, il y a une cohérence, beaucoup de choses, mais tout ça est assez cohérent, je pense. Alors, en dehors des parents, qu'est-ce qui t'a donné tout de suite le go pour j'allais plutôt dire, en dehors des parents, quelles sont les influences
qui t'ont forgé davantage dans cette passion, dans cette position, que ce soit dans l'écriture, mais aussi dans la culture, dans ce désir ardent de voir la culture congolaise briller, et africaine, il faut le préciser parce que tu es bantou, et briller à l'international? En fait, c'est des rencontres. Et je me rends compte à chaque fois, souvent quand on pose des questions comme ça à des amis ou à beaucoup de personnes, on évoque des figures un peu fortes. On sort des noms, on sort Oprah Winfrey, on sort Denzel Washington, on sort des noms, on sort Cher Hamidou Khan, des noms puissants. Mais en fait, moi, c'est les rencontres anonymes qui m'inspirent. Des gens que je rencontre qui ont des trajectoires comme moi, des Africains qui viennent du Cameroun, qui échangent avec moi, et finalement on se rend compte que chez nous on mange le 3 pièces, là-bas c'est le BH. C'est tout ça qui fait notre identité. C'est la quête d'identité qui m'a emmené à ça, mais c'est vraiment des rencontres de monsieur tout le monde en fait, qui m'ont nourri et m'ont donné envie de faire ma part. Et ce qui se passe, on va parler de leadership, c'est qu'au début on ne se sent pas légitime pour faire les choses. Il faut vraiment comprendre qu'à un moment donné, on est légitime pour faire les choses. Et en fait, l'idée c'est laisser ce qui sommeille en nous, ce courage de faire des choses, ce leadership qui m'a permis en plus, ensuite avec le temps, d'exprimer tout ça sans complexe. Et je me rends compte que les gens adhèrent finalement à ce que je fais. C'est magnifique, c'est vraiment magnifique. Dans l'introduction, tu t'es présenté comme étant un homme multicasquette, multipotentiel. Et il faut rappeler que tu es à la tête des ACC, les ateliers, je vais y arriver, permettez-moi, les ateliers citoyens du Congo, que tu diriges déjà depuis quelques années. Cette organisation non gouvernementale qui organise les Soft Power Days. Il faut le rappeler. Déjà, d'où te vient l'idée de la création, de mettre cette plateforme en lumière pour vulgariser davantage notre culture? Est-ce que c'est toujours les rencontres ou bien tu t'es dit, mais il me faut une plateforme d'expression parce que je ne peux malheureusement pas mener ce combat seul, il me faut braser davantage de personnes? Est-ce que c'est… C'est exactement ça. C'est la démarche de l'intelligence collective. C'est-à-dire que je faisais des choses par moi-même, seul, et j'ai compris que seul, on ne pouvait pas faire d'assez grandes choses. Et du coup, je rencontre des gens, beaucoup de plus jeunes que moi, ça m'a nourri, et je me dis, créer un cercle de réflexion. Parce que la forme associative classique n'est pas suffisante. Je voulais pouvoir écrire des articles, faire des conférences, monter des projets. Donc nous, on dit qu'on est un think et un do tank. On fait les deux. Du coup, au début, on a… C'est quoi un think tank et un do tank? Think tank, c'est cercle de réflexion. Donc on nourrit la pensée, on nourrit le débat. Si vous tapez Atelier citoyen du Congo sur Google, vous allez voir qu'il y a beaucoup d'articles sur Mediapart, sur Œil d'Afrique, sur Jeune Afrique. Enfin, on a beaucoup d'articles, de tribunes qu'on a publiées sur différents thèmes. Et on était généraliste au départ. On a parlé d'économie, on a parlé de sociologie. Mais après, avec le temps, on a voulu se spécialiser dans le soft power. Donc on en parlera peut-être après. Et c'était ça un peu la démarche, think tank. Donc le do tank, on fait aussi des actions, des actions symboliques. On a accompagné des auto-entrepreneurs à se lancer au Congo parce que c'est bien qu'on pose des actes symboliques pour donner du corps à notre pensée. Quand on dit que oui, on estime que les ICC, c'est l'avenir, mais c'est bien à côté de ça que nous, on fasse des concerts ou une kermesse où on fait monter sur scène les jeunes talents. Voilà, on dit voilà ce qu'on peut faire avec des petits moyens, voilà nos articles pour donner des pistes. Alors vous, gouvernants, essayez de faire plus grand. C'est vraiment ça la démarche. C'est une très bonne démarche et je tiens à te féliciter déjà pour ça. Et c'est des initiatives à soutenir pour tous ceux qui potentiellement veulent voir le Congo briller à l'international. Il faut être dans l'action et non dans l'inaction, et vous pouvez rejoindre les ACC. Est-ce que c'est permis déjà de rejoindre les ACC? C'est ouvert. Et surtout, je dis, être membre des ACC, ce n'est pas le plus important. On crée un réseau. On essaie de créer un tissu comme ça. L'idée, c'est d'être dans le cercle des amis des ACC. Et voilà, parce qu'il y en a des fois qui n'ont pas le temps à consacrer aux ACC parce que c'est chronophage. Mais on peut être dans un réseau où vraiment, quand on peut, on s'entraide, quand on peut, on se donne des idées, on se soutient. Et c'est ça la démarche. Voilà. Après les Soft Powers Days, aujourd'hui, on parle maintenant de masterclass. La dernière fois, l'un des membres imminents des ACC, en la personne de Georges Bati, qui a organisé aussi un atelier où on tournait un peu autour du potentiel humain, du développement humain. Vous êtes au fait en train d'inciter davantage les jeunes de la diaspora africaine à une prise véritable de conscience, parce que je pense que c'est lorsque l'on développe l'humain qu'une nation, un pays peut se développer. Après donc les Soft Power Days qui ne sont pas en terrain, il y a un programme déjà qui est prévu, une édition qui est prévue pour cette année, qui potentiellement va se faire entre
Kinshasa ou Brazzaville, si je me trompe. Oui, ce sera Pointe-Noire en septembre. Et on est approché par Kinshasa. On va voir comment mettre les choses en place. D'accord. Septembre, Pointe-Noire. D'accord. Aujourd'hui, on parle maintenant de masterclass. Enfin, Mariam Foné se lance dans les masterclass. Oui. Et pourquoi, aujourd'hui, tu penses qu'il faut aller vers les masterclass en plus des Software Days? Parce qu'en fait, j'arrive à un âge où, c'est pas l'âge, je pense avoir acquis une certaine expérience qui fait que j'ai envie de transmettre. J'ai fait des masterclass à Brazzaville et à Pointe-Noire pour parler à la jeunesse, avec des problématiques propres aux jeunes qui sont en Afrique. Ils ont d'autres défis. Et je me rends compte que dans la diaspora, il y a aussi des choses à transmettre. Ça fait 6 ans qu'on fait des Soft Power Days, qu'on a créé les ACC. J'écris, j'édite, j'ai fait beaucoup de choses. Et je me dis, comment faire pour que les jeunes qui sont plus jeunes que moi ne perdent pas de temps? Qu'est-ce qui se passe souvent? Il y a des jeunes qui ont un potentiel énorme. Et j'en vois. Hein. Je dis, potentiellement, ce jeune-là, vraiment, il a un charisme, il a beaucoup d'idées, mais il Comme la jeune Félicia, votre assistante, qui est très énergétique. Oui, merci de parler de Félicia, qui travaille avec moi depuis peu, mais qui est vraiment excellente. Et je ne veux pas, après, on m'a dit que je suis jugé parti, mais elle m'apporte beaucoup, y compris sur ma communication, mais bon, c'est un autre sujet. Donc si elle nous regarde, je salue Félicia et merci de nous avoir rejoints. Je ferme cette parenthèse pour dire que, voilà, ces jeunes-là ont un potentiel. Et si on ne les aide pas, ils vont perdre du temps. Je ne veux pas qu'ils perdent le temps. Moi, je pense qu'il y a des choses que j'aurais pu faire plus tôt, me rendre utile plus tôt, mais en doute, on n'est pas forcément accompagné. Donc l'idée, c'est que ces jeunes-là prennent conscience du fait qu'ils ont en eux tout ce qu'il faut pour accomplir des choses. Mais il faut initier les choses. Et il faut, s'il le faut, tomber tôt pour se relever et continuer. On apprendra qu'en tombant. Et c'est ça. Mais la masterclass parlera aussi aux moins jeunes. Mais le leadership, vraiment, aujourd'hui, c'est très central. Et je dis souvent que ce n'est pas forcément une organisation énorme qu'il faut diriger. Il faut déjà leader sa vie, diriger sa vie, avoir une discipline, croire en soi. Avant que, parce que je te sens très énergétique, passionnant, et tu veux tout de suite qu'on aborde ce thème qui est le leadership culturel. On va y arriver. Et voilà, enfin, on va parler de ce thème. Pourquoi le choix du leadership déjà? Pourquoi vouloir à tout prix parler de leadership? Parce que moi, dans la conscience collective, je l'ai toujours appris qu'un leader, c'est potentiellement un homme politique, assis, qui occupe un fauteuil. Un leader, c'est peut-être Lionel Messi, Cristiano Ronaldo. C'est vraiment l'interprétation du mot leader que nous avons, qui est répandu dans les consciences collectives. Mais déjà, pourquoi le choix de ce thème? Et c'est quoi pour toi un leader, ou c'est quoi le leadership? Moi, j'ai voulu faire ça déjà parce que moi, je suis DAF de métier. Et ceux qui ont l'argent. C'est pas si simple que ça. Mais en tout cas, par rapport au leadership, j'ai remarqué qu'il y a des managers qu'on a des fois, dans le monde du travail, qui ne sont pas leaders, qui ont leur autorité grâce à la fonction. Et ça m'a fait tilt. Déjà, par rapport à ça, j'ai dit, tiens, c'est important, il y a une subtilité. Et on a une époque où le diplôme ne fait plus tout. C'est les soft skills, les compétences qu'on acquiert en plus de la connaissance académique qui font la différence. Et on le voit au niveau du top management, qu'est-ce qui va faire qu'on prenne 2 personnes qui ont le même MBA, pourquoi celui-là plutôt que l'autre? Sa personnalité, ses soft skills. Et c'est ça derrière le leadership, ce que je veux apporter à cette jeunesse-là. On est d'une génération où on pensait que diplôme, va à l'école, fait 10 ans, bac plus 6, bac plus 7, ce n'est pas ça. C'est la vision qu'on a. Et donc c'est vrai en entrepreneuriat, sur notre carrière au travail, même dans notre vie. Il faut avoir une vision, une discipline et vraiment aligner ses paroles à ses actes. Ça a l'air de rien, mais c'est vraiment donner un sens à sa vie. Le leadership, c'est ça. Derrière la gestion de l'humain, la gestion d'un groupe, c'est soi-même comment on s'aligne sur ses valeurs, ses objectifs et qu'est-ce qu'on met en musique pour y arriver. Alors, moi, en lisant beaucoup de livres, on me dit qu'il y a des leaders et des suiveurs. Est-ce que dans ton approche de la compréhension de cette question, tu penses qu'on est tous leaders ou bien, effectivement, il y a des leaders et il y a des suiveurs? On est tous potentiellement leaders. Il y a des leaders nés des fois. Il y a des gens qui, dès qu'on les voit, ils rentrent dans une pièce, il se passe quelque chose. Ils ont un charisme inné. Mais ce n'est pas suffisant. C'est le travail qui fait que. Et ceux qui sont moins dotés naturellement peuvent travailler pour rattraper cela. Mais c'est comme une sorte de graine qu'il y a en chacun de nous, on l'arrose ou pas. Et pourquoi on se retrouve avec des leaders et des suiveurs? Parce que c'est plus compliqué que ça. Parce qu'un suiveur, des fois, est suiveur parce que le leader en face a un leadership plus prononcé. Et vous remarquerez que des fois, un suiveur, je ne sais pas moi, sur le monde du travail, allez dans le quartier, vous allez voir que c'est un leader. Que c'est lui qui lead les gens là où il est, ainsi de suite.
pour dire vraiment ce n'est pas une notion statique. Et autre chose, dans le même groupe, moi je le vois dans les organisations que je dirige, mon leadership n'est pas le même avec telle ou telle personne. Il y a des gens qui sont très aboutis, qui sont très loin. On ne peut pas avoir un leadership directif avec quelqu'un qui est déjà abouti. Donc leadership participatif parce qu'on est presque au même niveau en fait. Et il y en a vraiment qui ont besoin d'être dirigés, l'idée, parce qu'ils sont très loin encore de leur potentialité réelle. Du coup, là, on a un leadership directif où on dit vous faites, ainsi de suite. Donc voilà, c'est vraiment un travail sur soi et c'est dynamique. Et avant qu'on ne parle de leadership culturel, parce qu'on est là face à deux concepts, leadership culturel. Exact. Comment est-ce qu'on découvre son leadership pour toi? Quelle est aujourd'hui 2 ou 3 notions ou méthodes ou tips que tu peux mettre à la disposition de cette belle communauté des personnes yébelardisées? Yébela veut dire savoir, connaissance. Donc, quels sont les tips, les méthodes que tu peux mettre? Moi, il y a un outil que je trouve important dans le leadership, c'est la prise de parole. Ok. La prise de parole, c'est indispensable pour exprimer son leadership. Dans ma démarche personnelle, j'ai une certaine facilité à prendre la parole. Et j'ai vu que j'ai une certaine facilité à transmettre mon message avec un auditoire, même des fois réfractaire. Ça a été la base. Donc, en fait, il faut trouver en soi l'élément sur lequel on est déjà bon. Il y en a qui ont une intelligence émotionnelle, qui savent vraiment se mettre à la place des autres, qui ont une empathie. Et du coup, on les aime, du coup, on les écoute. Et en fait, il faut prendre l'élément qui sert de socle et puis après compléter en se formant ce qu'on n'a pas naturellement. Moi, j'avais un peu l'art oratoire. J'ai dû le structurer avec beaucoup de choses, avec la diction, avec la vision, avec... voilà, il y a 3 choses dans l'art. Il y a dans l'art oratoire. Il y a d'abord le message à transmettre, il y a l'émotion qu'il faut créer, et puis après, il y a l'empathie à créer avec le public. Donc, il y a des choses à travailler. Mais chacun de nous a déjà quelque chose de plus ou moins inné, et il faut étoffer, ainsi de suite. Alors, merci pour cette belle définition. Vous avez là 2 ou 3 méthodes vous permettant de pouvoir découvrir votre leadership. Et je vous l'ai toujours dit, une bouche fermée est une destinée fermée. Donc il faut à chaque fois oser prendre la parole en public. Et la prise de parole en public, ce n'est pas forcément parler devant des millions de personnes. Lorsque vous parlez déjà à votre père, à votre sœur, à une amie, à une copine, et vous effectuez déjà là une prise de parole en public. C'est juste les circonstances qui diffèrent. Alors, pourquoi leadership culturel? C'est quoi au fait cette orientation? Dans quoi voulez-vous au fait nous conduire ou nous... Je vois. Moi, j'ai une exigence de cohérence. Okay. Je fais beaucoup de choses, hein, tu l'as dit au début, je fais ci, ça, il faut que je sois cohérent. Sinon, les gens s'y perdent. Et moi, vraiment, tu as compris que mon tronc commun, ma colonne vertébrale, c'est la culture. Et là, ce que j'essaie de dire, c'est que tu sois Peul ou Bantou, ou que tu viennes de la Scandinavie, tu ne peux pas l'idée de la même manière. Il y a quelque chose de génétique en toi. En Afrique de l'Ouest, on parle de la plaisanterie à parentalité, enfin, des concepts qui expliquent que le rapport à l'autre est dicté par le milieu dans lequel on est. Chez nous, on parle de solidarité, d'Ubuntu, quand on vient de l'Afrique. L'Ombongi. Voilà. Le Kimuntu, être quelqu'un de responsable, les Congos, ça va leur parler. Il y a tout ça en nous. Et j'ai pris la parole il n'y a pas longtemps en disant que quand un Chinois vient, il y a toute sa culture qui vient derrière lui. Il y a Sun Tzu qui vient derrière. Quand un Japonais vient, il y a toute une culture qui vient derrière. Et on va dire que tel peuple est taciturne, les Italiens sont très volubiles, bavards. C'est pour dire qu'en fait, une fois qu'on a ça, je remarque que beaucoup d'Africains notamment se brident, même au travail, ne sont pas eux-mêmes, ne sont plus sur leur authenticité. Il faut être soi-même authentique et accepter cet héritage-là. Et du coup, on dirige différemment. Moi, je dirais que nous, par exemple, on a un sens de la gestion du conflit quasiment inné. Parce qu'on a la culture du Mbungi, et on est un peuple résilient. Jamais un peuple n'a subi autant de choses dans l'histoire de l'humanité. Et ça a des traces. Il y a des scories dans notre personnalité même. Et donc voilà, servons-nous de ça. Ça paraît toujours pas tangible comme ça, mais servons-nous de cette trajectoire, de cet héritage pour construire un leadership propre à nous. Okay. Et c'est ça. Donc là, j'ai l'impression que vous proposez une voie royale pour l'émancipation de l'Afrique qui est la culture. Maintenant, aujourd'hui, quels sont les tuyaux, les bonnes approches ou stratégies que nous sommes censés mettre en place pour pouvoir, pour que ce leadership culturel soit davantage prononcé? Pour toi, quelles sont les approches? Parce que déjà, avec plus de 7 ans d'expérience dans le milieu de la culture, je suis sûr que, puisque vous lancez dans les masterclass, c'est pour transmettre maintenant. Vous avez appris énormément des choses et vous êtes un sachant de la culture, je peux me le permettre.
au vu du parcours, des livres que vous avez écrits, toujours portant sur la question de la culture. Donc, quelle est pour vous aujourd'hui les différentes approches que nous pouvons mettre en place pour permettre à l'Afrique, pourquoi pas, de s'émanciper à travers sa culture? Déjà, une chose importante, c'est le réseau. C'est important. On n'est jamais leader seul. On est leader. C'est les autres qui font de nous un leader parce qu'ils voient en nous la capacité à fédérer, la capacité à avoir une vision et à guider. Okay. Et il faut que... Ça, c'est culturel aussi. La notion du réseau, c'est culturel chez les Africains. Aujourd'hui, on parle de networking et tout ça. Rappelons-nous d'où nous venons. Le système des tontines, les coopératives, nous avons toujours travaillé comme ça. La résolution des conflits autour du chef. Exactement. C'est l'une des solutions pour vraiment affirmer ce leadership-là. On est dans une démarche aussi participative. Travaillons ensemble à construire des visions, à rendre des choses concrètes. C'est une piste pour la communauté. Et pour soi, je dis toujours, allons dans l'action, posons des actes. Mais surtout, allons, leadership, c'est d'abord la vision. Affinons nos visions, concrètement, orientons ça vers les pays d'origine d'où nous venons et essayons de nous mettre ensemble pour avancer. Et aujourd'hui, constat fait, est-ce qu'il y a-t-il des obstacles, des choses qui bloquent pour que ce leadership... Parce qu'on a du mal à s'affirmer à l'international. Oui. C'est peut-être une question d'approche, de leadership. Et c'est là que vous nous proposez cette approche-là. Les Américains se sont exportés à l'international grâce au cinéma, la France grâce à l'art culinaire, les Hindous, je ne sais pas trop, la Chine grâce à l'art, les arts martiaux. Absolument. Les Italiens, je pense, grâce à l'habillement et les spaghettis et autres. L'art culinaire italien. Voilà, l'art culinaire italien. Oui. Aujourd'hui, les Africains, on a sérieusement du mal à s'affirmer à l'international. Et quels sont pour toi les obstacles? Il y a une chose que je vais aborder aussi, c'est le personal branding. Okay. Nous sommes tous des produits aujourd'hui, en guillemets, qu'on le veut ou non. Et ce que je dis, c'est que ça rejoint ce que tu dis, et c'est un peu par rapport au fait que je disais qu'il y a une forme de cohérence. Je parle beaucoup de soft power. Notre culture, nos valeurs, qu'on essaie d'exporter. Là, tu as évoqué le soft power de ces différents pays. On parle de l'exception culturelle française. On parle de l'art culinaire français. On le met en avant. Et crois-moi que le soft power français rejaillit sur tout individu, tout français. Quand on voit un Français, on voit derrière, ils aiment la langue, la baguette, le vin, une forme d'exigence sur certaines choses. Parlons du Congolais, par exemple. Il faut se servir de ce qu'on a en termes de soft power. On a des déjà au Congo, est-ce que nous avons quelque chose? On a la rumba congolaise, déjà, ce n'est pas rien. Et en plus de la rumba? En plus de la rumba, il y a une histoire mémorielle au Congo. On a une porte vers... C'est-à-dire qu'on ne peut pas parler du voyage des peuples noirs sans parler du Congo. Okay. Donc on ne peut pas logiquement parler de traite négrière sans parler... Ce n'est pas possible. Pourquoi? Parce que déjà la rumba, dont le mot originel est kumba, la danse du nombril, raconte les pérégrinations des peuples noirs qui vont et qui reviennent. À nous de parler de ça. Partageons cette histoire qui est liée au Congo avec grand K, au royaume Congo. L'Angola, la RDC et le Congo. Donc la rumba déjà. Et ça va de la même manière pour la porte de Luango, qui raconte la route des esclaves, passe au Congo également. On a un art culinaire au Congo, on a une façon de vivre, il y a Congolese Way of Life, pourquoi pas? On parle d'American Way of Life. Le Congo a une forme de flegme, une façon de vivre, il y a des joutes oratoires, il y a une langue riche au Congo, même quand on parle des sapeurs. À nous de savoir emmener tout ça et d'en faire une forme d'identité globale, et ça nous servira derrière. Croyez-moi qu'aujourd'hui, quand on va dans un restaurant, je ne sais pas moi, chinois ou japonais, on va pour tout ça. Même si on va manger des sushis, on pense au sumo, on veut voyager. Aujourd'hui, un Français qui mange avec les baguettes, pour lui, il est content de le faire. À nous de travailler, à travailler sur notre soft power de manière globale. Ça jouera sur le branding, sur l'image des Congolais même individuellement, et ça nous aidera à exprimer notre leadership. Est-ce qu'aujourd'hui, au vu des différentes rencontres que tu organises, grâce aux ateliers citoyens du Congo, mais aussi grâce au réseau des amis des ACC, parce que tu as parlé du cercle des amis des ACC, c'est-à-dire qu'on peut être membre des ACC tout comme on peut être membre du réseau des amis des ACC. Et est-ce que tu sens une véritable volonté auprès de cette jeunesse, auprès de ces différentes personnalités que tu rencontres, l'envie au fait de s'affirmer au travers de la culture? Absolument. Je ne veux pas donner les projets qui arrivent, qui me sont proposés par des jeunes qui sont dans l'AECF
par d'autres personnes qui ont des structures à elles, il y a de belles choses. Il y a des choses qui se font dans l'écotourisme, donc valorisation, il y a beaucoup de projets. On va dire que des belles journées ou des beaux jours attendent l'Afrique et les pays qui peuplent ce continent. Absolument, non, mais ça bouge vraiment. Hein. Ça bouge, nous on va être invités en Côte d'Ivoire bientôt, et il y a des choses qui se font. Maintenant, à nous de l'affirmer, à nous de... Il ne faut pas non plus qu'on reste entre nous, qu'on ouvre les vannes, qu'on en mette dans notre sillage d'autres communautés qui voient à quel point ils ont tout intérêt à venir manger du sakasaka et écouter les Nzondi. On parlait de l'art oratoire. Les Nzondi sont dépositaires de l'art oratoire bantou. On ne le dit pas assez. Les Nzondi ont beaucoup de choses à nous enseigner sur l'art oratoire, par exemple. Et ça, il faut le dire. Alors, je me rappelle encore quand j'ai fait mes études de philosophie, on disait que l'art de transmettre en Afrique passe par l'oralité, alors qu'en Occident, on passe par l'écriture. Est-ce que tu penses que c'est une mauvaise chose? Parce qu'il y a un adage populaire qui dit « les paroles s'envolent, les écrits restent ». Est-ce que tu penses qu'on doit pérenniser cette approche de la transmission par l'oralité ou bien potentiellement aller vers l'oralité mais aussi l'écriture? Je pense qu'aujourd'hui, on peut vivre avec 100 ans. C'est-à-dire qu'il faut laisser des traces, il faut laisser des écrits. Et l'art oratoire, là, dont on parle beaucoup, c'est qu'il y avait des choses... Parce qu'en Afrique, c'est très stratifié. Il y a des choses que tout le monde peut... Des connaissances qui sont accessibles à tous. À un certain niveau, on réduit le nombre de personnes qui peuvent accéder à certaines connaissances. Et du coup, quand on est initié, des fois, ça ne passe que par la parole et ça se transmet comme ça pour que peu de gens ne puissent se saisir d'un savoir qui peut être dangereux. C'était ça un peu historiquement. Ça a tout son sens. Aujourd'hui, il faut écrire. J'incite les gens à écrire. Pas forcément à publier, mais il faut écrire. Il faut fixer sa pensée sur du papier. Écrire, ça structure la pensée. C'est très important. Voilà. D'ailleurs, j'organise aussi 4 masterclass en ligne. Hein, il faut le rappeler. J'ai été sollicité par plusieurs personnes à travers les différents posts que je fais sur ma page Facebook. Et on va vous recevoir sous peu dans un groupe WhatsApp. Vous pouvez comme ça me contacter grâce à mon numéro de téléphone qui est sur la page Facebook. Donc, on va organiser ces 4 masterclass pour vous donner, c'est pas moi, j'inviterai plusieurs personnalités qui viendront vous partager des secrets pour écrire. Si vous avez des difficultés dans l'écriture, c'est le moment de nous envoyer un OK ou un coucou et on va prendre le temps de vous insérer dans le groupe. C'est aussi ça l'objectif, hein, c'est ça. En fait, l'approche, je me suis dit, il faut mettre une communauté de partage. Et c'est important c'est mon approche, laisser les traces à travers une prise de conscience sur l'identité de l'homme. Donc je partage plus ou moins quelques contenus pour inciter à une prise de conscience. Alors, on tend vers la fin de cette émission. On a survolé plusieurs questions et je pense que ça sera très important d'organiser une série d'émissions avec toi pour apprendre davantage parce que on a vraiment survolé les questions. Il y a plus que ça avec Mariam Foné. C'est toute l'histoire de l'Afrique, l'affirmation de soi, l'estime de soi. C'est vraiment passionnant et je sens que nous aurons des belles émissions devant nous dans les mois et semaines à venir. Alors, j'aimerais que tu me parles un peu de l'apport des autorités. Est-ce qu'on sent des autorités conscientes du place que l'Afrique doit jouer? Parce qu'on entend ça et là dire que l'Afrique, c'est le continent de demain, alors que l'Afrique est censée être le continent de maintenant et d'aujourd'hui. Voilà, d'aujourd'hui et de demain. Est-ce qu'il y a un engagement véritable ou bien on sent vraiment un relâchement ou une forme de laxisme au fait de la part de nos autorités? Ce que je peux dire à mes frères, les plus grands ou les plus jeunes, c'est qu'il faut faire sa part. L'idée, c'est ça. La métaphore du colibri. La forêt brûle, tu ramènes la goutte d'eau qu'il y a dans ton bec, même si les gens disent « tu vas arrêter le feu avec une goutte d'eau », tu fais ta part. J'ai arrêté d'attendre grand-chose des autorités parce qu'il y a des priorités, parce qu'ils ne sont pas forcément... Vous savez, quand on est en haut, il faut se baisser pour écouter ce qui se passe en bas. Des fois, ils ont du mal à se baisser. Ils ont mal au dos pour se baisser. C'est une image. Il faut les masser. Il faut les masser peut-être. Faisons ce que nous pouvons faire. C'est ça aussi le leadership. Moi, je déplore une chose, c'est parfois déplorable que je vois des gens qui ont trop d'attentes. Il attend d'avoir des attentes. Plus on a d'attentes, moins il se passera des choses. Mais si on fait des choses à notre niveau, tu vois tout ce que tu fais, tu donnes la parole à beaucoup de personnes, des acteurs de la société civile, c'est important. Et c'est par ton biais, des fois, que l'information arrivera à ces autorités dont on parle. Mais vraiment, n'attendons pas grand-chose d'eux. Faisons ce que nous faisons à notre niveau, et un jour, ça arrivera à l'une de ces personnes-là, c'est comme ça que ça marche, elle se saisira
du problème et elle le réglera. Même si elle ne nous appelle pas, croyez-moi que ça finit toujours par bouger. Parfois c'est lent, parfois c'est moins lent, ça bouge, mais faisons notre part. Voilà, cette phrase me rappelle tout simplement, ou ce paragraphe que tu viens de donner me rappelle cette célèbre phrase qui dit « Aide-toi et le ciel t'aidera ». Mariam Foné, il y a beaucoup à dire, mais faute de temps, je vais t'inviter à regarder la caméra et à potentiellement donner ton dernier mot, un message, une parole, je ne sais pas, libre à toi de dire ce qui te semble bon par rapport à ce public qui te suit. Très bien, écoutez, pas grand-chose. J'ai un calendrier. La prochaine échéance, la prochaine date, c'est j'organise ma première masterclass à Paris qui parlera de leadership culturel et j'évoquerai les sujets que j'aime, qui me passionnent, le soft power, le Congo, l'Afrique, le leadership, l'audace, la ténacité. J'aime bien ces mots, audace et ténacité. Voilà, restons sur ça et venez sur mes réseaux, vous aurez plus d'infos sur les différentes activités. Il y a tout un calendrier jusqu'en 2026. À très bientôt. Chers tous, ça a été un réel plaisir pour moi d'être avec M. Mariam Foné en ce jour et d'arriver jusqu'à vos écrans, les différents supports de communication par lesquels vous êtes en train de suivre cette émission. Ce n'est pas la dernière émission pour cette année. Je sais que j'en organise de moins en moins, mais soyez-en sûrs, on est en train de restructurer les choses pour vous permettre de suivre des éminentes personnalités, mais pas aussi. Vous avez la possibilité, même étant anonyme, de nous envoyer une invitation. Le plus important, je dis avec Deep Conversation, c'est qu'il faut avoir quelque chose, il faut avoir une histoire. Donc si vous avez déjà vécu, vous avez 29 ans, 18 ans, vous avez 18 ans de vie, 18 ans de parcours, assurément vous avez des choses à nous apprendre et ça sera pour moi un réel plaisir. Ce n'est pas une émission exclusive des hautes, grandes personnalités, mais c'est pour tout le monde. Dès lors, vous vous êtes engagé à une prise de parole. Donc, on vous attend. N'hésitez pas à prendre contact avec GM Tikaya sur mes réseaux. Mes différents réseaux, c'est le même prénom, mais ou encore par mail, gmtikaya83@gmail.com. Ça me ferait énormément plaisir de vous recevoir sur ce plateau comme je viens de recevoir Mariam Foné. Donc, on se dit à très bientôt et gardez à l'esprit que vous êtes des personnes yébelardisées. On a l'habitude de dire yébelardo, 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 toujours dans le cadre à yébelardo. Merci.